Quelle jeunesse pour quel monde en 2050? C'est donc le sujet pour cette plénière et pendant l'heure qui va suivre. Deux questions en une finalement pour cette table ronde. Alors nos éclaireurs pour cette table ronde, Michel Camdessus, économiste, et cela a été dit il y a quelques instants, ancien directeur général du FMI pendant 13 ans. Vous avez publié Vers le monde de 2050 aux éditions Fayard récemment. On va en reparler très vite. Monique Dagneau, vous êtes sociologue, directrice de recherche au CNRS, enseignante à l'école des hautes études en sciences sociales notamment, et vous êtes une spécialiste des médias mais aussi de la jeunesse, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Et Serge Guérin, bonjour, vous êtes sociologue également, enseignant à Sciences Po Paris, chercheur associé au Centre Edgar Morin. Vous êtes spécialiste des questions liées au vieillissement et aux enjeux de l'intergénération. Là aussi, on va y revenir très vite, mais je voulais commencer avec vous, Monsieur Camdessus, puisque vous avez écrit ce livre dans lequel vous reprenez l'idée de 11 grandes tendances actuelles issues d'une étude anglo-saxonne. Est-ce que vous pouvez, pour les gens qui n'ont pas encore lu votre livre, les résumer le plus simplement possible? Merci beaucoup. Laissez-moi d'abord remercier Monsieur Lafay d'avoir si bien cité mon ami Jean Bossonnat, ami, camarade, inspirateur, un grand sage qui certainement aurait eu tout à fait sa place ici. En effet, il s'agit de défricher les perspectives du monde au cours des prochaines années pour peut-être vous aider à vous situer dans ce maquis de tendances lourdes qui nous acheminent à 2050. Vous qui, en effet, êtes la génération qui sera aux commandes à ce moment-là. Depuis pas mal de temps d'ailleurs, du moins je l'espère, car il est urgent que les relèves de génération s'opèrent. Alors, il est vrai qu'avec un groupe d'experts internationaux de très haut niveau, il y avait 25 très grands experts et moi-même, qui n'en suis pas, et nous nous sommes posé cette question-là après avoir étudié les perspectives à très long terme de grands pays émergents en particulier. On s'est dit, allez, on va essayer de faire l'exercice pour le monde. Et nous avons essayé de procéder à ce défrichage que vous venez de citer pour voir comment les tendances qui sont déjà présentes dans le monde d'aujourd'hui vont s'entrecroiser, vont se combattre, vont se marier, vont être rejointes par d'autres que je ne connais pas, mais comment ces hyper-tendances-là vont définir un monde dont certains disent qu'il est très dangereux, dont d'autres disent qu'il est plein d'opportunités. Et si vous parcourez le monde, ce qui m'est beaucoup arrivé, vous verrez d'ailleurs que les vieux, les pays vieux ou vieillissants sont pessimistes, que les pays émergents, poussés par l'élan qui les a portés à leur situation actuelle, ont une vision beaucoup plus, je ne dirais pas tranquille, mais moins angoissée du monde qui vient. Alors, quelles sont ces tendances-là qui vont faire le monde de 2050 ? Si vous aviez 5 minutes de silence et un bout de papier, vous en dresseriez vous-même la liste. Je vais donc être très rapide pour vous la donner. La première tendance dominante est évidemment la démographie. Nous allons vers un monde de vieux dans lequel il n'y aura que, pratiquement, un continent de jeunes, l'Afrique. Mais la démographie nous dit aussi des choses qui donnent à penser bien plus loin. C'est que notre monde de vieux va rétrécir. En 2050, l'Europe aura commencé son déclin en nombre d'habitants et ce déclin se prolongera jusqu'à 2100. D'ici 2050, l'Afrique aura doublé sa population. Elle aura atteint 2,5 milliards d'habitants. Mais les démographes des Nations Unies nous disent déjà, restez assis,
qu'en 2100, il y aura 4,4 milliards d'Africains et l'Europe n'aura plus que 680 millions d'habitants. Voilà la réalité la plus massive qui ne devrait jamais quitter nos esprits. L'avenir de l'humanité, mes chers amis, va se jouer en Afrique et dans la relation entre l'Afrique et l'Europe principalement, mais aussi l'ensemble du monde. Ça, c'est la réalité massive. Seconde chose qui est maintenant reconnue comme possible, c'est que la croissance du monde ne s'arrête pas, parce que les émergents sont là en particulier. Elle ne s'arrêtera pas et le monde continuera à croître, en gros, au taux de croissance actuel, autour de 3,5%. Mais dans ce monde-là, au fil des différences de croissance entre les émergents et les anciens pays avancés, les économies émergentes domineront le monde. La finance du monde sera dans les économies émergentes. Elles ne seront plus autour de Londres ou de Wall Street. L'épargne du monde sera là-bas. Autre caractéristique impressionnante, le monde s'urbanisera à hauteur des 2 tiers de sa population. Il s'agira de faire que cette urbanisation soit humaine, évidemment, que la ville du futur soit comme la city, comme l'ours ou la cité ancienne, un lieu de civilisation, comme toutes les grandes villes du monde l'ont été successivement. Mais pour cela, il y aura à construire les infrastructures, l'univers urbain qui se dessine devant nous, et ne serait-ce que pour l'Afrique. Vous savez quel est l'enjeu au cas particulier ? Eh bien, supposez qu'un astéroïde efface l'Europe de la surface de la Terre. S'il fallait la reconstruire, l'Europe, eh bien, c'est exactement ce qu'il faut faire en matière de construction, d'infrastructures, etc. en Afrique pour 800 millions d'habitants supplémentaires. Pardonnez-moi, je vais un peu trop dans les détails, peut-être. Rentrez moins dans les détails. Vous me grondiez, je prends les devants. Faites. À côté de cela, une explosion des classes moyennes, parce que le monde se sera enrichi, croissant à ce taux-là. Eh bien, les classes moyennes auront, telles qu'elles sont définies par les Nations Unies, auront, avec les classes supérieures, atteint 80 à 85% de la population mondiale. Il restera une misère de l'ordre de 16% et qui sera un problème majeur, mais 84% du monde sera dans le secteur classe moyenne et supérieure, ce qui est magnifique à certains égards, ce qui est redoutable à d'autres, si, comme on peut le penser, ces classes moyennes veulent vivre, consommer, selon notre modèle actuel. À ce moment-là, nous nous heurterons, un autre trait tout à fait fondamental de l'avenir, à la finitude des ressources naturelles. Finitude des ressources naturelles, rendue plus complexe par le changement climatique. Nous sommes en train de perdre cette bataille, malgré la COP21 et tous les efforts qu'elle a suscités. Nous allons vers un réchauffement climatique qui ne se limitera pas à 4%, mais on est déjà sur une tendance à 5%. Donc, problème majeur de finitude des ressources du monde. À côté de cela, un progrès technologique fulgurant qui nous prépare un monde inimaginable à beaucoup d'égards. Et là, évidemment, les prévisionnistes doivent rester modestes. Et enfin, les nouveaux visages de la violence. Nous parlons de Boko Haram, de Daesh et de tous les gens de la famille, mais ils ne disparaîtront pas, même s'ils ont connu des défaites au Moyen-Orient. Voilà les tendances. Quand vous regroupez toutes ces tendances, les réactions du monde sont celles que je vous disais tout à l'heure.
les pessimistes d'un côté, les optimistes du monde de l'autre. Et si vous retournez vers l'Europe en particulier, et j'ai eu beaucoup l'occasion de le faire ces derniers temps, mais les sociologues qui sont ici le diront mieux que moi, vous ayez devant cette perspective d'avenir 3 ou 4 attitudes. La première, c'est bof, on n'y peut rien, tout ça, bon, le monde vieillit, c'est vrai. Ça se traduit par des choses comme « après moi le déluge », enfin, nos enfants verront. Il y a une autre tendance beaucoup plus noble, qui était déjà celle de Camus, lorsque, en 1957, il a été recevoir le prix Nobel de littérature à Stockholm. Nous ne pouvons pas rêver de faire un monde meilleur, disait-il, mais au moins nous pouvons l'empêcher de se défaire. Alors, essayons de contenir, de freiner les tendances négatives, de pousser quelques meilleures tendances. Et puis, il y a celle du monde lorsqu'il se réunit pour songer à son avenir. Et là, je pense à ce formidable événement qui a été, en septembre 2015, préparé évidemment par d'énormes travaux, antérieurs, cette Assemblée générale des Nations unies de septembre 2015, qui a adopté les objectifs du millénaire, les nouveaux objectifs de développement durable pour 2030. Nous devrions les savoir par cœur. Et je pourrais vous les énumérer, mais je sens que mon voisin de gauche ici ne va pas me permettre de le faire. Parce que 2030, c'est la première étape avant 2050, oui, alors, mais on aura l'occasion d'en reparler. Je vais finir par 2 phrases magnifiques. Voilà, 2 phrases, parfait. Donc, la troisième attitude, c'est en effet dire que s'ils se réunissent, si les humains travaillent ensemble, ils peuvent contenir les risques formidables qui sont derrière l'énumération que j'ai donnée et profiter de toutes les chances, et notamment technologiques, et notamment celle du formidable développement des émergents pour rendre le monde meilleur. Cela dit, 17 objectifs, ça n'emballe pas les foules. Je vous dirai plus volontiers tout à l'heure ce que je suggérerai moi-même à cette jeunesse qui est devant nous. Merci beaucoup. Monique Dagneau, comment vous réagissez à tout ça? Vous êtes de quelle école? Alors, du côté Camus, vous dites bof, ou vous pensez que le collaboratif, c'est l'avenir? Écoutez, non, ce n'est pas spécialement sur le collaboratif que je voudrais poser un diagnostic, c'est plutôt sur... Moi, j'ai tendance à penser, comme sociologue, que les sociétés ont des grandes capacités de régulation, de dépassement, et in fine, d'organisation. Il va falloir une organisation, évidemment, au niveau mondial et européen, beaucoup plus solide. Donc, je ne suis pas dans les dystopies qu'on nous propose en permanence sur l'emploi, sur les dystopies, sur le fait que fonctionner dans l'univers numérique, ça transforme le cerveau et ça va rendre les gens complètement débiles. Je ne suis pas dans beaucoup de dystopies, c'est-à-dire d'histoires noires, de cauchemars, de fiction cauchemardesque qu'on nous présente tout le temps. Néanmoins, la vraie question, donc je pense qu'on a... je crois aux sociétés humaines, et il vaut mieux y croire quand même quand on est sociologue, sauf qu'il faut bien dire que beaucoup de nos collègues n'y croient pas trop et sont plutôt des porteurs de dystopie, enfin de cauchemars. Mais voilà, bon, c'est plutôt mon tempérament. C'est peut-être pour ça que vous m'avez proposé de venir, pour ne pas... vous êtes la partie optimiste. que vous sortiez d'ici complètement déprimé. Mais la question que je poserais, c'est que finalement, dans les sociétés... D'abord, est-ce que le modèle occidental va continuer? C'est le modèle qui a été développé dans la filiation de la théorie des Lumières, des mouvements révolutionnaires depuis 2 siècles. Et surtout, la question, c'est de savoir si le mouvement culturel qui a été initié dans l'après-guerre, c'est-à-dire un mouvement, moi j'appelle ça le modèle californien, mais bon, c'est le titre de mon dernier livre, c'est-à-dire une société fondée sur le développement du pouvoir de l'individu,
une société fondée sur la libre circulation des contenus d'information, et une société dans laquelle il y a à la fois sûrement de la logique capitaliste, mais aussi du partage, c'est-à-dire une société qui alterne le collaboratif, pour le coup, j'y viens, le collaboratif dans sa dimension, je dirais, positive, et puis évidemment des logiques marchandes, parce que je ne crois pas qu'on va aller vers une société communiste dans l'avenir, mais plutôt les développements de ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc si c'est ce modèle californien qui a débuté, qui a été pensé, qui s'est développé dans l'après-guerre, mais aussi beaucoup avec les mouvements culturels, politiques des années 60-70, et qui a connu une autre avancée, qui est celle de la communication décentralisée, c'est-à-dire d'Internet, mais avec toutes ses déclinaisons. Donc c'est cette société qui, en plus, a vraiment été portée par une rupture anthropologique au début des années 2000, avec ce qu'on appelle l'ère numérique, c'est-à-dire une société dans laquelle, eh bien, d'abord tous les individus peuvent être connectés les uns les autres via les ordinateurs, dans lequel il y a un nouveau modèle de communication qui est le modèle de la communication réseau, dans lequel il y a de nouveaux modèles économiques qui sont l'économie collaborative, l'économie de l'innovation disruptive. Sur laquelle je voudrais bien revenir, mais j'espère que vous m'en donnerez l'occasion. Et puis, sur laquelle on a développé l'économie collaborative qui, pour une part, est une économie hyper-capitaliste, mais pour une autre part, a des dimensions, par exemple, l'utilisation du capital existant et qui est à une dimension assez écolo. Disons, si cette rupture des années 2000 qui quand même s'inscrit dans la filiation de choses, de mouvements culturels qui ont commencé dans l'après-guerre, eh bien, si c'est ça, ça va continuer. C'est-à-dire, si toutes ces transformations culturelles en faveur de l'individu, de la libre circulation de l'information et d'une dose de partage, d'une dose de collaboratif dans les relations sociales, si ça va continuer. Donc ça, c'est le point que je dirais. C'est un gros si quand même. Pardon ? C'est un gros si. Oui, alors, si tout se continue comme aujourd'hui, oui. Je dirais, je viens d'avoir un petit-fils. Il a quelques mois. Félicitations. Alors, merci. Surtout que c'est le premier. Et si vous voulez, si tout se passe bien, si la société se poursuit comme ça, mais qu'est-ce qui va se passer dans 30 ans ? On peut dire que la domination masculine aura disparu. Parce qu'il y a eu plusieurs étapes dans l'émancipation féministe, dans les mouvements féministes. Ce qui vient de se passer ces jours derniers, à mon avis, est une autre étape. Et disons on peut, alors je pensais que ça viendrait plus vite, mais on peut, disons, mettre quelques espoirs dans la prise de conscience qui se déroule aujourd'hui aux États-Unis et qui atteint un peu la France. Bon, ça c'est la première chose. On pourrait dire que dans le mouvement de l'éducation, il y aura les individus. Mon petit-fils, il a toutes les chances de faire des études supérieures et même de faire des études toute sa vie. Que disons que le bouleversement éducatif, qui est au moins aussi important que le bouleversement numérique, eh bien, on peut imaginer qu'il va se prolonger, y compris au bénéfice des sociétés aujourd'hui en développement, et que l'impératif éducatif va se poursuivre. On peut dire que, toujours vision optimiste, qu'il y aura une acceptation du métissage culturel, des différences culturelles. Les gens se seront adaptés, disons, à un monde multiculturel. Et plutôt que de se replier sur des identités et donc de castagner les uns les autres, on aura l'idée que voilà, on est dans un monde très divers dans lequel les cultures apporteront leur meilleur, mais quand même toujours sur le modèle démocratique construit en Europe. Hein. C'est pas pour un enfermement dans des cultures, mais avec cette vision d'une ouverture permanente qui a été quand même tracée dans nos sociétés européennes à partir du 19e siècle. On pourrait dire que tous les individus seront des slasheurs au travail, c'est-à-dire des slasheurs, c'est-à-dire des gens qui
travaillent, arrêtent de travailler, changent de travail, sont souvent indépendants. C'est-à-dire un rapport au travail qui n'est plus du tout celui de on prend un emploi à 25 ans ou à 20 ans et puis on reste toute la vie dans la même entreprise. Les jeunes ont d'abord, pour 1000 raisons aujourd'hui, le rapport au travail, c'est un des points sur lesquels je travaille actuellement, est en train de se modifier fortement. Il se modifie aussi parce que l'économie et l'organisation économique se modifient, parce que se sont développées ce qu'on appelle la mythologie, ce que j'appelle la mythologie des start-up, enfin les unités start-up à partir desquelles doivent émerger ces innovations disruptives. Donc, il y aura très grande transformation au travail. Et dernier point, qui est aussi positif, c'est qu'aujourd'hui, les individus, et notamment les jeunes individus, aujourd'hui les plus éduqués de ces individus, donc on peut imaginer que cette vision va s'élargir à beaucoup d'autres, ils demandent que ce qu'ils font dans la société, notamment professionnellement ou autour de leur profession, soit respecté. C'est-à-dire, ils veulent être reconnus pour leur participation positive à la vie de la société. Donc là aussi, c'est quand même cette exigence, cette demande d'être reconnu. Ça va aussi évidemment avec l'individualisme, mais cette demande d'avoir du sens à ton travail, bon, c'est ce qu'on répète à l'infini, mais aussi d'être respecté dans ce que l'on est et de ce qu'on apporte socialement, eh bien, en disant que ces valeurs vont se développer. Donc, ma vision, vue comme ça, c'est évidemment une vision dans laquelle le modèle californien, enfin, cette vision à la fois européenne, retransformée par la technologie de la communication décentralisée qui est née en Californie et tout ça, c'est une vision évidemment positive, mais il y a énormément de si. Il y a un si quand même il y a quand même quelque chose d'assez intéressant, je trouve, dans le monde d'aujourd'hui, c'est que la révolution de l'Internet, la révolution de l'économie numérique et de toute la transformation de nos pratiques et de l'économie, ça a apporté pendant une dizaine d'années, je dirais depuis le début des années 2000 jusqu'à 2013, je date vraiment le moment du renversement, où il y avait une certaine cyberbéatitude, c'est-à-dire qu'on s'est dit, on y va, c'est plus de pouvoir chacun. Pourquoi 2013 l'accès au savoir pour tout le monde, l'économie, le collaboratif, les valeurs du partage, bon, etc., etc. Disons, jusqu'à il y a 4 ans, il y a quand même eu une projection extrêmement optimiste et extrêmement, même irénique, un peu utopique. C'est qu'on est rentré dans ces utopies des années 60 et on a pensé que vraiment le monde s'améliorerait. Depuis 2013, pour des tas de raisons, parce que c'est en 2013 qu'apparaissent les premières grandes études sur l'enjeu, le travail à l'ère numérique et la fin du travail. Bon, il y avait eu quelques études avant, mais c'est vraiment, il y en a eu plein à partir de 2013. L'interrogation profonde sur une société dans laquelle les gens vivent par écran interposé et le rôle des écrans et de cette culture sur l'immédiateté, sur le virtuel et le réel, etc. La question des GAFA, c'est-à-dire au départ on a trouvé formidable cette extension à partir des grandes entreprises californiennes ou américaines et puis maintenant on s'aperçoit qu'ils sont plus puissants que les États et donc à nouveau on est vraiment inquiet. Donc depuis 3-4 ans il y a quand même des réflexions critiques. Mais c'est bien une réflexion critique parce que ça peut apporter à la fois la prise de conscience et puis éventuellement de l'action. Et donc, quand je regarde par exemple la façon dont la commissaire européenne Margrethe Vestager aborde cette nouvelle économie, et elle dit si ces évolutions, si les GAFA, si ces évolutions culturelles ne sont pas bonnes pour l'humain, eh bien, il faut faire quelque chose. C'est des prises de position. Donc, elle a prise notamment vis-à-vis du pouvoir, de la prédominance des GAFA. Donc, je dirais qu'il y a dans la constellation
des réflexions qui sont menées aujourd'hui dans nos sociétés, aussi bien par des intellectuels que par des organismes, disons, supranationaux, eh bien, je dirais qu'il y a quelque espoir de vouloir réguler ce monde que nous avons créé depuis 70 ans, qui a aussi pas mal de dérives et qu'on sera capable de les affronter et de les réguler. Voilà. Merci beaucoup Serge Guérin. Tenez, vous en avez un, c'est parfait. On parle de la jeunesse et du monde comme si c'était des entités uniques. Est-ce que tout le monde, quand on parle du modèle californien ou tout à l'heure des hypertendances, ça ne concerne finalement pas la totalité de la jeunesse ou la totalité de la population, il y aura des laissés pour compte? Alors après ces deux formidables visions, je vais essayer de pas retomber vous êtes la partie pessimiste de le la type table. qui joue le rôle. Alors déjà j'ai plus de cheveux, si en plus je suis l'hyper pessimiste, ça va être dramatique. Donc il faut essayer de trouver quelque chose. Peut-être juste déjà en préalable, en effet, dans les 11 tendances de Michel Camdessus, il y avait cette question des technologies. Il y a quand même un truc qui doit rendre tout le monde modeste, c'est qu'on ne sait pas ce qui va sortir. Et que selon ce qui sort, eh bien, ça peut être l'inverse. Il y a des gens qui construisent des ponts, mais qui ne savent pas si finalement il y aura encore des voitures pour passer dessus, quoi, d'une certaine manière. Donc on est dans un moment qui était sans doute plus simple avant, où on pouvait, à vue d'homme, alors maintenant on est obligé de préciser au sens générique du terme, on ne sait pas, hier on savait, aujourd'hui on ne sait pas. Et donc on va mettre à tel ou tel endroit des câbles, et puis finalement on invente un truc qui remet complètement en cause et qui rend ringard au dernier degré les câbles en question. Donc ça pose déjà rien que ça. Deuxième chose, j'ai un côté Raymond Aron en moi que j'ai gardé, et Raymond Aron disait dans les années 60, il disait déjà, alors c'était en face à des gens comme Sartre et tout ça, qui expliquaient le monde, et qui faisaient souvent des très très grandes leçons. Il disait, mais le sens de l'histoire, je m'en méfie, disait-il. Il disait, on ne sait jamais. Et puis parfois, il y a des allers-retours. Mec Dagneau nous parle du droit des femmes. Je serais beaucoup plus prudent qu'elle, parce que le droit des femmes, il peut progresser à tel endroit, et à 50 mètres à côté, il régresse. Dans la même ville. Il ne faut pas faire loin, à Lyon, pour aller dans des endroits où le droit des femmes régresse beaucoup. Donc, faire toujours très très attention. On peut avoir une focale sur un endroit, parce qu'on vit dans un petit monde, et puis juste à côté, il se passe autre chose. Vous savez, les gens qui disaient « mais je ne comprends pas le vote d'un tel ou de certaines personnes ». Bah, vis avec eux, et tu vas comprendre le vote de certaines personnes, par exemple. Donc voilà, on doit toujours faire attention, aussi je crois à ça. Autre élément, en effet, cette notion, Denis l'a dit, la jeunesse en soi, ça ne veut rien dire. Il y a plein de manières d'être jeune. D'ailleurs, il y a même plein de manières d'être vieux. Et l'entre-deux est aussi porte plein de manières. D'ailleurs, même être jeune, c'est où le pays où l'espérance de vie est la plus grande et la plus longue? La Grèce, le Japon, c'est Monaco. Bon, d'accord. L'échantillon statistique est un peu faible. Mais bon, voilà. Mais à Monaco, l'espérance de vie est à peu près de 86 ans. Quelqu'un qui a 45 ans, c'est un petit jeune. Au Zimbabwe, 45 ans, c'est à peu près l'espérance de vie. Donc évidemment, selon l'endroit où je suis, ma façon d'être jeune, déjà, elle n'est pas la même. Hein. Et puis, évidemment, socialement, elle n'est pas la même. Entre quelqu'un qui sort du système éducatif pas éduqué, et quelqu'un qui sort du système éducatif avec des diplômes qui valent quelque chose, par exemple, même dans un pays comme la France, ça change déjà énormément de choses. Donc en effet, on est toujours obligé, je crois qu'il faut avoir comme ça ces différences-là un petit peu en tête pour être un tout petit peu plus prudent. Après, je reprendrai très très vite, je dirais d'une certaine manière, on vit, j'aime bien le terme de transition, parce que transition, c'est un peu ce que vous nous avez montré, hein, toutes ces tendances, c'est des formes de transition. Et transition, c'est qu'on est à un point A et on va vers un point B, C, D, E, ou autre chose encore. Ou peut-être à un point A. Parce que parfois, vous savez, c'est comme la réforme de la sécurité sociale. On en a fait 40 et finalement, rien n'a bougé. Donc parfois, on fait plein de choses pour revenir à zéro. Sauf qu'entre les deux, on a dépensé des dizaines de milliards. Mais ça, c'est un autre sujet. Et puis on a fait confiance, par exemple, à des technologies qui ont servi à rien. Sauf à goinfrer quelques-uns. Donc bon, il y a aussi ces choses-là qui peuvent exister. Je crois que premier élément quand même tout bête dans ces transitions, c'est la première, qui est la transition autour de l'écologie. C'est-à-dire que quand même, en 2050, peut-être que la question ne se posera pas, parce que ou les centrales nucléaires auront pété pour de vrai, et donc dans ce cas-là, on est tranquille, hein, il ne se passe plus rien,
Ou ça recommence, mais des petits verres, je sais pas quoi, enfin bon, voilà. Très bien, enfin ça va demander un peu de temps à se réorganiser quand même. Si ça vous intéresse, c'est le sujet de la conférence d'après. Ah bon, d'accord, je fais attention à pas aller au-delà, mais quand même, on a cette petite question-là qui se pose de manière très forte. On sait qu'elle a un effet aussi très fort, hein, les perturbateurs endocriniens et tout ça. Enfin, pour la première fois, le QI diminue. Jamais on a autant de personnes touchées par des syndromes autistiques et ainsi de suite. Donc on a quand même là des transformations très très fortes et qui vont aussi avoir des coûts énormes. Parce que pour y répondre, il faut mettre énormément d'argent. Donc là, il y a toujours une vision comme ça aussi, je crois qu'on peut avoir. Mais qui en même temps est peut-être une chance formidable. C'est ça qui est intéressant dans les transitions. C'est que ça peut être aussi un levier extraordinaire d'innover, de s'organiser autrement, ainsi de suite. Ce qui me permet de dire que peut-être que l'enjeu majeur, il est de regarder la société. En fait, la société, on peut ou la voir du haut, en disant, on va... Alors, il y a un très grand sociologue, très peu soutenu par la communauté académique, qui disait, on ne change pas la société par décret. Qui voulait dire que c'est pas parce qu'il y a une loi que tout de suite, ça va tout changer. Il faut intégrer, je crois, ça. On bouge beaucoup sans rien demander tout en haut. Ou pour le dire avec les mots d'aujourd'hui, les derniers de cordée, qui sont très, 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 très nombreux, ils n'attendent pas les premiers, quoi. Et heureusement. Parce que sinon, ils seraient dans une drôle de situation. Et donc, il y a plein de derniers de cordée qui s'auto-organisent. Alors, parfois positivement, parfois moins positivement. Parce qu'après tout, des systèmes de vente illégale de tel ou tel produit, c'est des modes d'organisation. C'est pas bien, mais c'est des modes d'organisation. Donc, il y a aussi comment cette société, elle bouge énormément en s'intéressant de moins en moins à ce qui se passe là-haut. Et surtout, en ayant de moins en moins peur de ce qui se passe là-haut. C'est-à-dire que ce qu'on appelait la violence légitime, qui était celle des États, il y a plein de gens qui s'en contrefichent totalement. Et là aussi, il suffit de faire 5 mètres d'ici, et puis on tombe sur des gens comme ça. Hein, donc on a aussi des sociétés parallèles qui sont en train de se construire. Jamais une société aussi technique existe, et en même temps, jamais il y a autant de barbares, entre guillemets, à côté. Donc ça aussi, je crois qu'il faut avoir ça en tête, et on ne sait pas qui gagne à la fin. On ne sait pas. Enfin, moi, en tout cas, j'en sais rien et je ne suis pas sûr. Deuxième transition, en effet, la question numérique, où là aussi, on peut se poser plein de questions. Une des questions majeures pour moi, c'est celle des libertés publiques. Est-ce qu'on restera des individus ayant le droit d'avoir un jardin secret ou pas? Sachant qu'il y a plein de gens qui, d'eux-mêmes, mettent en photo tout leur jardin secret. Il y a des gens qui utilisent leur Facebook ou autre pour raconter toute leur vie et après s'étonnent qu'on le sache. Ah bon, t'es au courant de ça? Bah oui, c'est toi qui l'as mis en photo. Ah oui, d'accord. Bon, donc... Et puis, il y a en même temps cette question, en effet, de l'emploi, qui est une question majeure. Il y a 6 millions de chômeurs en France. Est-ce qu'on va réinventer les Amazon et tout ça? Ils ont surtout inventé des emplois de basse qualité, en fin de compte. Des caristes, et ainsi de suite. Un petit peu d'ingénieurs, mais beaucoup d'autres. Et puis surtout, ça a contribué plutôt à diminuer les droits sociaux, si on regarde les choses de manière comme ça. Troisième transition, la transition démocratique. On est dans un monde de plus en plus nombreux. Plus c'est nombreux, la démocratie athénienne, dont on dit ah c'était génial, enfin ils étaient quand même pas très très nombreux pour l'organiser. Puis une partie d'ailleurs échappait. Les esclaves et autres ne participaient pas directement à cette démocratie athénienne. Donc voilà, plus on est nombreux, plus la démocratie est quand même compliquée. Ça c'est un truc. Et plus elle est complexe. Plus les enjeux sont complexes. Donc plus c'est difficile de trouver du consensus, puis c'est difficile de dire oui ou non. Alors il y a des gens. Qui font profession, on parle souvent de populisme et ainsi de suite, parce que ce qu'on a envie, c'est une réponse simple. Sauf que face à des cas hyper concrets et complexes, c'est super difficile d'avoir une réponse simple. Et en fait, il n'y a pas de réponse simple. Et toute réponse, souvent, implique des choses qui peuvent être négatives. Tout le monde ne peut pas être gagnant. Vous savez, on va jouer au win-win, gagnant-gagnant. C'est pas vrai. Il y a plein d'endroits où ça ne sera pas gagnant-gagnant. Pour qu'il y ait des gagnants, il faut aussi qu'il y ait parfois des perdants. Et c'est lesquels, alors on peut dire, chacun son tour. Ça pourrait être une technique, par exemple. Mais le problème, c'est que les gagnants sont souvent ceux qui ont le plus de poids. Donc ils continuent de gagner. Après, ils peuvent raconter un petit peu un autre discours. Donc la question démocratique, elle reste quand même très forte. Alors, on aura peut-être d'ailleurs une démocratie technologique, avec les Google et ainsi de suite, qui vont finalement diriger le monde. C'est une des possibilités. Une démocrature, système un peu à la Poutine, où on vote de temps en temps, mais enfin bon, voilà. Nos pays ne sont pas vraiment exempts de tout ça. Parce qu'après tout, on élit des gens, il y a moins d'un sur deux qui votent, et finalement, on a un président qui a été élu avec 15% de la population. Donc est-ce que c'est vraiment de la démocratie? Et puis, alors même parfois quand on vote, vous savez, sur des référendums, par exemple sur l'Europe, à 55%, moi j'avais voté oui, mais c'était le non qui avait gagné à 55%, et finalement, par un tour de passe-passe, on finit par faire le oui. Ouais. Personne n'a voté pour qu'il y ait des centrales nucléaires, finalement. Personne n'a voté pour qu'il y ait une migration massive, comme il y a depuis 30 ans en France. Donc il y a des éléments qui sont là, à tort ou à raison, je ne dis pas après c'est bien, c'est mal. Je dis, en tout cas, on n'a pas voté pour. On ne nous a pas demandé notre avis. Donc de plus en plus de sujets comme ça, on ne demande pas l'avis.
alors qu'on prétend être dans une démocratie. Donc il y a quand même là des sujets quand même très très forts. Et est-ce qu'on est capable d'inventer autre chose? On va dire, ah oui, mais grâce aux nouvelles technologies, on va faire de la démocratie. Il y a 100 000 Pékins dans un coin qui sont super contents, qui vont discuter entre eux. C'est pas ça de la démocratie. Puis souvent, en plus, ou la démocratie participative, ou des trucs comme ça. Vous avez le droit à discuter sur 1% du budget, pour savoir si on met des fleurs roses ou des fleurs bleues. C'est pas ça la démocratie. Donc là, il y a plein de choses aussi qui posent question. Il y a la question culturelle. La grande transformation, c'est quand même la transformation culturelle. Avant, chacun vivait dans une zone où, globalement, il partageait les valeurs. Aujourd'hui, on vit dans des zones où il y a d'autres gens qui ne partagent pas nécessairement nos valeurs. Comment on va faire? Comment ça va se passer? C'est la question. 600 millions de personnes en Europe, 4 milliards d'eux en Afrique. Voilà. Le reste du monde qui devient quand même bien plus important que l'Europe. Et donc, avec une vision, celle des Lumières, qui n'est pas du tout partagée, y compris en France, par des millions de personnes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je pose le point d'interrogation. Donc autour de cette transition culturelle, est-ce qu'on va vivre dans le multiculturalisme, chacun dans son petit ghetto, avec plein de miradors autour, ou est-ce qu'on va être capable de trouver des alliances, des accommodements, mais jusqu'où? Parce que le début de l'accommodement, mais après c'est la compromission, et ainsi de suite. Voilà, on parle au Québec et autres d'accommodement raisonnable, mais jusqu'à quel moment c'est raisonnable et pour qui? Et c'est quoi ce qui est raisonnable? Non, ça vous avez le droit de le faire, mais vous le faites juste chez vous, mais pas à côté. Non, si c'est universel, l'excision, c'est universel. Il n'y a pas à dire « Ah non, mais ça, c'est... Oui, mais c'est une tradition culturelle. » Donc vous n'avez pas le droit de dire « Mademoiselle, ça, c'est pas bien. » Mais l'excision, non, l'excision, c'est un truc un peu culturel. Donc, c'est pas bien de l'interdire parce que vous voudriez y imposer. Donc, qu'est-ce qu'on dit on a le droit d'interdire et qu'est-ce qu'on dit on n'a pas le droit d'interdire, par exemple? Vous voyez, donc, autre élément. Bien sûr, la transition démographique. Finalement, vous l'avez très bien dit. D'un côté, alors c'est la jeunesse 2050, mais encore une fois, la jeunesse, c'est bourré de vieux. Le monde vieillit. Mais c'est pas pourtant, mais il vieillit, il prend de l'âge. Sauf que là aussi, il faut changer nos représentations. D'ici à 2020, alors, depuis, vous en souvenez peut-être pas, mais dans la nuit du 14 au 15 décembre 2015, moi aussi j'ai des dates très précises, vous c'était 2013, moi c'est 2015. Mais moi c'est du 14 au 15 décembre 2015 et vers 2h15 du matin. Vous vous souvenez de votre nuit vers 2h15 du matin? Non? Eh bien à ce moment-là précis, pour la première fois dans l'histoire de France, le nombre de personnes de plus de 60 ans a dépassé le nombre de personnes de moins de 20 ans. Transformation complète. Et dans le monde, d'ici à 2020, le nombre de personnes de plus de 60 ans aura dépassé le nombre de personnes de moins de 5 ans. Donc de toute façon, il y a une transformation majeure. Et donc ça sera pas... Alors ça ne va pas être jeune contre vieux, ça sera comment jeune et vieux, et ça voudra de dire de moins en moins, parce qu'il y a plein de jeunes qui sont très très vieux dans leur tête, il y a plein de vieux qui sont très très jeunes dans leur tête. Hein, Louis Aragon disait c'est avec les jeunes sots qu'on fait les vieux cons. Donc tout ça peut évoluer très longtemps. C'est comment, est-ce qu'il y aura une opposition entre les générations? Ce qui est souvent dit, hein, il y a des discours très violents, y compris d'ailleurs parfois portés au plus haut niveau de l'État. Il y aura forcément une opposition. Alors justement, est-ce qu'il y aura une opposition? Ou ce que je crois moi, c'est le titre du dernier bouquin, il n'y aura pas de guerre entre les générations, mais il y aura au contraire, on a tout intérêt. Une alliance. Je peux. Bah, il y aura. Bah, est-ce qu'il y aura une guerre entre les générations? Et qui gagne à la fin? C'est pas sûr parce que les vieux peuvent être armés. Les vieux ont de l'expérience. Donc, pas sûr que les jeunes gagneront. Mais en tout cas, voilà. Est-ce qu'il y aura une guerre des générations? Est-ce qu'il y aura une alliance? Et finalement, l'alliance ne sera pas entre les générations, parce que ce ne sera pas une alliance sociale, une alliance culturelle, une alliance de projet. C'est ça qui sera intéressant. On parlait des startups. Il y a énormément de startups, faites souvent par des jeunes, mais faites parfois par des gens plus âgés. Puis à un moment donné, les uns et les autres se disent faut peut-être qu'on construise ensemble. Donc voilà, vers quoi on ira. Donc ça aussi, je pense que ça jouera. Mais pour finir, ça serait que, est-ce qu'on va être capable, est-ce qu'on va trouver un système institutionnel, démocratique ou autre, qui permettra de laisser de l'innovation technologique, certes, mais d'abord de l'innovation sociale, et que cette innovation sociale, est-ce qu'elle permettra finalement une vie plus douce à vivre, une vie en meilleure santé, une vie où l'égalité des femmes et des hommes sera là, voilà. Est-ce qu'on arrivera à créer ça, ou est-ce qu'on sera dans une vision d'affrontement très fort, entre autres d'affrontement religieux, d'affrontement culturel? Oh, je m'arrête là, tiens. Et bien, du coup, ça me donne l'occasion de redonner le micro à M. Cam dessus pour parler des 5 chemins pour construire un monde meilleur que vous évoquez dans votre livre. Ça fait écho aux 11 grandes tendances et vous avez émis, en tout cas dessiné 5 chemins possibles. Certes, mais je voudrais poser au départ, pour être clair, que je partage tout à fait la vision de Mme Dagneau, à savoir que je crois, et c'est un acte de foi,
ultimement, je crois à la capacité de l'homme à régir ses sociétés. Je crois à la capacité et à la nécessité de plus en plus prégnante de la régulation. Acte de foi. Tout ce que je vais dire après n'aurait pas de sens si je n'avais pas cette confiance dans l'homme. Alors, quand vous prenez tous les problèmes que nous avons touchés et qui sont en filigrane derrière les hypertendances que j'ai alignées, vous découvrirez tout de suite, et vous l'avez déjà fait certainement, qu'il y a 4 ou 5 sujets incontournables. Que d'ailleurs, les 17 objectifs de développement durable pour 2030 n'a fait que regrouper. Je vais vous dire. Première nécessité, faire face au risque systémique ultime. Qu'est-ce que c'est que ce risque systémique ultime? C'est la pauvreté massive et croissante dans bien des parties du monde. Nos pays se sont engagés à l'éradiquer d'ici 2030 et à mettre pour cela les moyens de régulation, entre autres, nécessaires. Première, et donc nous sommes appelés à nous engager sur ce chemin pour que la pauvreté extrême en particulier, celle qui se traduit par la faim, par le refus d'éducation des filles, par la misère, par la longévité de 45 ans au Zimbabwe, etc., elle doit être éradiquée. Deuxième point, et pour y parvenir en particulier, il s'agit de construire dans le monde des finances qui cessent d'être prédatrices et qui soient servantes. Alors, vous m'entendez dire ça et vous vous dites quand même, il a changé. Non, il n'a pas changé du tout. Je vous le dis pour prévenir vos questions. Mais, en effet, il y a un formidable chantier pour la génération 2050 de mettre fin à ce qui est, j'espère, une hérésie temporaire de l'économie de marché et du capitalisme, qui est ce système néolibéral prédateur qui est en train de me rappeler à l'ordre par téléphone. Donc, des finances rendues servantes de l'économie et pas l'inverse. Ensuite, et nous l'avons dit, nous avons un doute sur notre modèle occidental et sa capacité à continuer à dominer le monde de sa sagesse et de son impérium, en quelque sorte. Je ne crois pas que le modèle occidental puisse continuer s'il ne s'ouvre pas et ne fait pas une place égale et peut-être même plus large aux autres cultures du monde. Nous avons vécu jusqu'ici sous un monde unipolaire, tempéré par le modèle californien et ses douceurs, mais unipolaire. L'hégémon était à l'ouest. Eh bien, il s'agit d'instaurer la gouvernance démocratique d'un monde multipolaire. Nous y reviendrons. Vous avez entendu tout à l'heure que plus on est nombreux, plus la démocratie est difficile, plus le forum est large. Il s'agira en effet, de vivre démocratiquement un monde multipolaire dans lequel la diversité des cultures sera réservée et aussi nos jardins secrets. Quatrième chemin d'humanité incontournable, il s'agit de répondre par une sagesse collective aux finitudes du monde et de ses ressources. Alors là, évidemment, c'est un immense sujet que vous allez certainement traiter aujourd'hui, mais
si le monde vers lequel on va, avec des classes moyennes à 84% de la population, vivait comme nous voulons vivre et comme la publicité universalisée le préconise, eh bien, il faudrait, on ne sait plus exactement combien, si c'est 2 ou 3, peut-être un peu plus, planètes, mais nous n'en avons qu'une. Et d'ici 2050, il n'y en aura pas encore une seconde à notre disposition. Il s'agit donc de revoir très profondément nos propres modèles de vie, nos modes de consommation, notre rapport, en fait, à la nature. Nous n'en avons pas encore parlé, mais c'est un point fondamental. Notre culture, celle qui, comme disait Kafka, nous tient entre ses griffes, est une culture utilitariste de la nature. Nous l'exploitons. Il s'agit de renouveler notre rapport à la nature et de reconnaître ce lien caché qui est pourtant bien réel, qui nous unit à elle et qui ferait que l'humanité ne pourrait pas subsister si elle continuait à ignorer les richesses de la biodiversité, si elle continuait à ignorer ce qu'il y a à faire avec les déserts et les forêts. Bref, il s'agit, dans cet immense défi de répondre par la sagesse et la finitude, il s'agit de changer très profondément, au-delà de nos modes de consommation, notre rapport à la nature. Et alors voilà, vous allez me dire, écoutez, vous rêvez 4 chemins impossibles. Oui, impossible, sauf si nous acceptons d'aller vers une nouvelle rupture anthropologique. Le modèle... J'ai vécu un peu en Californie, j'adore la Californie, et j'ai beaucoup d'amis qui vivent encore selon le modèle californien. Mais c'est un modèle qui vieillit pathétiquement, et je crois que nous devons aller vers... En effet, nous devons préparer et faire, peut-être sans le dire ou sans le savoir, cette rupture anthropologique qui fera que notre culture devienne la culture compatible et vivable et capable de produire du bonheur dans le monde de 2050. Alors je vous sens impatient, je veux bien m'arrêter là, mais je veux bien aussi continuer. Madame Monique Dagneau, beaucoup de changements, finalement très rapides, parce qu'il y en a 30 ans. Si vous voulez, non, je voudrais juste insister pourquoi je crois quand même dans la capacité de régulation et de domination des hommes sur, disons, les tempêtes qui peuvent survenir, sociales, économiques ou même climatiques. C'est parce que c'est en observant ce qui s'est passé. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur justement l'évolution du numérique, son effet sur les jeunes, etc. Et par exemple, depuis plusieurs années, je vois très bien, alors je vais prendre un micro-exemple, dans les familles, dans le système éducatif, on est passé de l'idée qu'on allait tout résoudre par des écrans parce que c'était de l'accès à la connaissance, etc. Aujourd'hui, vous n'aurez plus une famille, vous n'aurez plus un professeur qui vous dira mais on peut remplacer beaucoup de choses par les machines. Le fait que les écrans, cette vie par écran interposée à laquelle nos jeunes sont tellement exposés, ça donne lieu à d'énormes débats dans les communautés éducatives. Bon, j'ai vu aujourd'hui, on parle de la journée, enfin d'interdire les portables dans les écoles. Bon, c'est sûr qu'on le sait depuis des années, mais on laboure cette perspective. Et donc, à un moment, il y aura un consensus dans la société pour que on ne vive pas que les jeunes ne passent pas que leur temps à travers les écrans interposés. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'un des points intéressants de mes travaux sur le monde d'aujourd'hui et donc l'impact numérique, c'est que cette invasion d'écran et de monde virtuel a fait qu'on est en train de revenir très fortement à la valorisation du face-à-face. C'est-à-dire que partout dans les villes s'installent des lieux où les gens peuvent se rencontrer. Le nombre de bars ou de lieux de rencontre n'a jamais été aussi important. Dans les entreprises de pointe, elles développent aussi des lieux de convivialité.
Vous parlez avec des jeunes, bien sûr, qui sont dans l'espace numérique et que souvent ils font des rencontres par ce biais-là, par le biais des réseaux sociaux. Mais en fait, l'aspiration, c'est quand même de vivre dans le monde réel. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une partie de la jeunesse, et certainement la plus défavorisée, qui ne vit que dans l'univers virtuel. Mais pour la plupart des jeunes, ils ont à cœur la famille et les relations familiales et les contacts familiaux qui sont au plus haut aujourd'hui des valeurs de la jeunesse, même si évidemment la famille n'a rien à voir avec ce qu'elle était, la famille nucléaire fermée des années 50. La famille, ça s'est énormément diversifié. En même temps, la famille continue d'être une valeur très forte. Et même cardinale, pas bien plus forte que la politique, bien plus forte que des valeurs, d'ailleurs, qui à un moment avaient plus de poids auprès de la jeunesse. Bon, donc, quand on regarde l'évolution des sociétés, on voit qu'il y a un enchaînement, les gens prennent conscience, vous avez plein de lieux où on débat, ici, mais plein d'autres lieux, y compris les médias aussi débattent de ça. Et à un moment, on prend... Alors, c'est difficile parce que c'est vrai que y a des dérives, c'est vrai que c'est difficile de contrôler ce qui se passe dans une société, surtout dans ces sociétés complexes, multiculturelles dans lesquelles nous sommes, mais à un moment, la société penche du côté de ce qui va être le plus favorable. Mais c'est aussi les valeurs de la société démocratique telles qu'on l'a inventée, développée depuis 2 siècles en Europe et aux États, dans d'autres pays. Des Silicon Valley, il y en a plein aujourd'hui dans le monde. Il y en a plein. Vous allez en Afrique du Sud, vous allez évidemment en Chine. Au départ, c'était très localisé. Maintenant, ça se disperse. Donc c'est pour ça que quand je regarde souvent des micro-problèmes, enfin, la question des écrans n'est pas un micro-problème, mais disons, je m'aperçois que pesamment, dans la douleur, de façon chaotique, avec des retours en arrière et tout ça, il y a quand même une volonté collective d'aller vers un mieux pour tout le monde. Et donc, c'est pour ça que je suis plus optimiste que pessimiste, mais je partage évidemment toutes les vues, tout ce que vous avez exposé sur les problèmes, les inégalités sociales, l'ubérisation, etc. C'est des choses sur lesquelles j'écris constamment, mais en même temps, si on trace une perspective, je trouve qu'à plein d'exemples, on a l'impression que, porté d'ailleurs par les valeurs du système démocratique mis en place depuis 2 siècles, enfin inventé, développé il y a 2 siècles, eh bien, on donne aux individus, aux sociétés, des capacités de surmonter. C'est pour ça que je résiste aux dystopies, aux visions cauchemardesques qui sont toujours données, en particulier par beaucoup de nos collègues. Il y a beaucoup de choses qui sont cauchemardesques, il y a beaucoup de choses à condamner, mais le mouvement général me semble plutôt vers la volonté régulatrice. Voilà. Finalement, ce mouvement d'autorégulation, est-ce que ce n'est pas le juste milieu qui permet d'arriver jusqu'à 2050 et de répondre à la question quelle jeunesse pour quel monde en 2050, Serge Guérin? Le juste milieu, voilà. Mais c'est une question. Ouais, rien que ça, déjà, c'est quand même pas... Ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. En plus, ce qui est juste pour une moi troisième voie, là. N'est pas nécessairement juste pour l'autre. C'est vrai. Souvent, ce qui est juste, c'est ce qui m'arrange moi. Hein, c'est un peu comme ça que ça marche. Quelqu'un qui pense bien, c'est quelqu'un qui pense comme moi. Enfin voilà, on est quand même très souvent... il y a quand même un petit truc autour de ça. Mais en même... Voilà. Et comment on trouve quand même des consensus à certains moments en se disant on a tous intérêt de faire ça parce qu'on avancera mieux ou parce qu'on se tapera moins dessus. Il y a aussi, c'est vrai, dans nos sociétés, pas tout le temps, hein, quand on regarde l'histoire, il y a des moments où tout le monde se précipite quand même vers le chaos. Chacun d'ailleurs en se disant, c'est la formule de Brecht, quoi. Hein, ils sont allés chercher mon voisin qui était juif, j'ai rien dit, je suis pas juif. Puis à la fin, hein, ça continue, il va chercher le protestant, le machin, puis à la fin il dit, on est venu me chercher, il n'y avait plus personne, j'étais le dernier. Donc évidemment, personne n'a protesté. Donc il y a aussi cette tentation-là, mais il y a aussi de l'autre côté ce qui fait société, c'est que le sentiment qu'à un moment donné, je suis pas tout seul. Et que c'est peut-être avec d'autres, en m'appuyant avec d'autres, que je peux peut-être avancer. La question, c'est l'autre en question. En fait, une des questions, sans doute, c'est l'autre. Est-ce que l'autre, c'est juste celui qui me ressemble et qui est à côté? Ou est-ce que l'autre, c'est quelque chose de beaucoup plus large? Et comment je fais avec ces autres beaucoup plus larges, beaucoup plus complexes, ainsi de suite? Pour ça, d'une certaine manière, j'aurais mis un S à Génération 2050. Parce qu'en fin de compte, on est divers. Et comment cette diversité, on arrive à trouver des points qui font qu'on arrive à avancer ensemble. Encore une fois, il y a
un monde là-haut qui dicte un certain nombre de choses, qu'on suit ou qu'on ne suit pas, qu'on suit quand même de moins en moins. Parce que la réalité quand même, c'est, je ne sais plus combien c'est le nombre de lois, mais c'est insensé. Évidemment, personne ne les connaît, et ainsi de suite. Et que je lisais même que parfois, c'est plus rentable de ne pas respecter la loi plutôt que de payer des avocats pour la respecter. Parce que vu le prix de l'amende, si jamais il y en a une, finalement, voilà. Hein, donc on peut aussi faire des calculs comme ça. Donc on voit bien qu'on est pris dans tous ces éléments-là. Et en même temps, pour une question de survie, à un moment donné, il faut bien que je m'organise autrement. Qu'est-ce qui se passe dans plein d'endroits, en particulier dans la France dite périphérique? Je ne suis pas du tout convaincu par l'idée de 2 tiers de la population qui vit en ville. Quand j'écoute l'INSEE, on doit être à 99% de la population qui vit en ville. Mais c'est pas ce qu'on appelle la ville, alors. C'est pas pareil d'être au centre de Lyon et d'être déjà à 20 km, même dans l'aire urbaine du Grand Lyon. C'est déjà pas pareil. Et à 40 km, c'est encore différent. Ça dépend des transports, ça dépend s'il y a des zones blanches, et ainsi de suite. Il y a plein de choses qui jouent. En tout cas, il y a plein d'endroits où les gens, pour s'en sortir, ils organisent autrement. Et ils font d'ailleurs un énorme recul en arrière, d'une certaine manière. Par exemple, ils font pousser eux-mêmes leurs tomates. Alors, selon comment je regarde les choses, ou c'est un truc d'un ringard pas possible, quoi, plutôt qu'aller acheter tes tomates au supermarché, tu les fais pousser toi-même. Ou alors, au contraire, c'est une avancée formidable. Parce qu'en fin de compte, je fais des choses par moi-même. L'évolution, ça a été, je fais faire les choses par les autres. Puis à un moment donné, parfois, je fais les choses par moi-même. Et parfois, en faisant mes tomates moi-même, je fais d'abord des bonnes tomates. J'utilise pas les produits Monsanto, donc c'est quand même plutôt mieux. Elles me coûtent rien, en tout cas beaucoup moins cher que sur le marché. Et puis en plus, souvent, je fais de l'exercice, donc c'est très bon pour la santé. Et puis généralement, j'en ai trop, donc je vais partager avec les voisins. Peut-être qu'on va se faire une ratatouille, que sais-je encore. Donc en plus, on fait du lien social. Vous voyez que parfois, le retour en arrière est une formidable marche en avant. Parce qu'en fin de compte, je réinvente peut-être une économie plus frugale qui permettra peut-être de ne pas avoir besoin des 3 terres dont on aurait besoin. Et qui en même temps me permet de recréer, de retisser, c'est joli le mot tisser d'ailleurs, tissage, du lien social et ainsi de suite. Donc il y a ça aussi. Mais ça peut être vu aussi comme quelque chose de très ringard, de très dépassé, parce qu'au lieu de passer par les nouvelles technologies et des choses extraordinaires, je prends ma bêche et puis je fais mes tomates. Donc on voit bien que c'est aussi, à mon sens, c'est pas un monde comme ça uniforme qui avance. Il y a des éléments très technologiques qui avancent à tel endroit. Il y a des éléments beaucoup plus antiques qui vont venir à un autre endroit. Et c'est un peu ce bricolage entre les deux. Et peut-être que finalement, une société, elle bricole toujours. Après, on trouve des mots, tout ça. Mais finalement, peut-être qu'on n'est jamais sorti du bricolage. Et peut-être qu'on a besoin de ce bricolage, un bricolage social, un bricolage technologique, un bricolage humain. Et que c'est à travers ces différentes formes de bricolage que peut-être on arrive à trouver un petit peu des solutions, qui sont toujours des solutions un peu boiteuses. Parce que je crois qu'en revanche, il faut qu'on fasse le deuil, mais je crois que c'est très bien de le faire en plus, faire le deuil d'une société magique, faire le deuil de la cyberbéatitude par exemple. Il faut faire le deuil de la béatitude d'une certaine manière. C'est-à-dire que tout sera... Vous savez, quand même, les sociétés totalitaires, qu'elles soient de gauche ou de droite, c'était toujours des sociétés qui nous projetaient le nouvel homme, ça serait merveilleux et tout. Et rappelez-vous d'ailleurs que dans toutes ces sociétés totalitaires, on parlait jamais de plaisir, on parlait jamais de bonne bouffe, on parlait jamais de bon chocolat noir, on parlait jamais des choses importantes, quoi. C'est-à-dire que finalement, c'est toujours des sociétés où en fin de compte, c'est pour un avenir comme ça. Mais elles sont toujours désincarnées. En fin de compte, l'être humain, il a besoin de réincarner les choses. Il réincarne socialement, physiquement. Il a besoin de savoir, mais est-ce que je m'en sors? Est-ce que je suis bien dans telle situation? Et je réinvente, même dans un endroit compliqué, je vais essayer de me réinventer quelque chose qui va permettre un peu de bienveillance et un petit peu de m'en sortir, de trouver un bon équilibre, de trouver le petite chose qui est un petit peu meilleure. Oui, il fait froid, mais j'ai réussi à m'offrir mon petit pull de laine, quoi. Et donc, je crois que la confiance qu'on peut avoir dans ces sociétés, en fait, dans des formes de résilience, alors pas partagées par tout le monde, il y a des anti-résilients aussi. Le problème, c'est que c'est souvent les anti-résilients qui sont armés. Voilà. Et donc, il y a ceux-là d'un côté, puis il y a tous les autres. Est-ce que tous les autres sont capables, de manière désordonnée souvent, d'avoir cette capacité à se dire, attends, là, on se regroupe parce qu'on a tout intérêt à se regrouper, et du coup, on va peut-être s'en sortir. Et souvent, on va essayer de s'en sortir, pas pour le monde. On va essayer de s'en sortir pour notre petite zone à nous. Et la question, c'est est-ce que la somme des petites zones à nous, est-ce qu'elle fait un monde ou pas? Monsieur Cam dessus, le mot de la fin, puisqu'on arrive déjà au terme de cette plénière et de cette table ronde. Quelle jeunesse pour... si vous avez un micro. Quelle jeunesse pour quel monde en 2050? Finalement, vous êtes d'accord avec ce qu'ont dit vos deux autres éclaireurs? Je réponds non à la dernière question. Je crois que le monde ne s'en sortira pas par un PNB, même s'il s'agit d'un calcul du bonheur de 205 pays.
le monde est maintenant trop uni par les mille liens, pas seulement de l'économie, mais des échanges de toutes sortes, qu'il ne peut s'en tirer qu'ensemble. Par une nouvelle rupture anthropologique qui est déjà en cours et qui me rend, comme vous, madame, plutôt optimiste. Parce que si vous regardez ce qui se passe à la base, vous verrez que tous ces changements qui nous semblent indispensables, à savoir la promotion de la femme, les méthodes démocratiques, la gestion par petites unités, le respect de la dignité humaine, eh bien, parcourez le monde. Eh bien, vous trouverez partout des initiatives tout à fait modestes qui n'ont même pas de nom, mais qui vont dans ce sens-là. Il y a une myriade d'initiatives. On les trouve à 20 km de Lyon, mais on les trouve aussi au Zimbabwe, au Malawi, on les trouve dans la cordillère des Andes, on les trouve partout. C'est toujours cette réaction de l'homme qui, face à la difficulté, cherche à s'en tirer avec les autres. Et dans cette myriade d'initiatives, vous verrez que la femme a souvent le leadership. Vous verrez qu'il y a des moyens de se débrouiller, de s'en tirer et de promouvoir la jeunesse qui sont insoupçonnés. Et c'est ceci qui me fait croire que, en effet, quelque chose commence à se passer qui peut être amplifié, mais qui ne se passera pas sans que nous changions profondément la culture qui nous tient entre ses griffes. Nous sommes encore entre les griffes d'une culture de la consommation comme destin, de l'accaparement des ressources. Nous sommes dans une culture plutôt du repli sur nous-mêmes, le petit bonheur entre nous. Nous sommes sur une culture qui ignore que le monde a changé et que nous autres Européens, nous sommes minoritaires dans ce grand monde. Et donc, je pense que, en effet, nous sommes confrontés, comme l'a suggéré tout à l'heure Monsieur Lafay, nous sommes confrontés à dans notre intimité, dans l'intimité de nos consciences, à une transformation en profondeur. Là où il y a pulsion d'accaparement, il faut en effet que de quelque manière, partage et solidarité soient là. Là où le monde est délabré par sa culture utilitariste de la nature, il faut que une nouvelle relation avec le cosmos, au fond de nous-mêmes, s'établisse. Il faut que là où il y avait consommation, il y ait, comme le dit si bien Jean-Baptiste de Foucault, qu'il y ait abondance frugale. Et là où il y a culture très étroitement nationale, il faut que nous laissions germer en nous-mêmes la citoyenneté de l'univers et que là où nous avons une vision de l'intérêt général de nos villes, de nos cités, de nos régions, il faut que nous laissions émerger un sens du bien commun universel. Alors, voilà, vous me direz que c'est facile à dire, mais nous avons eu le temps ce matin de nous rendre compte que nous sommes confrontés à une question de survie. Et je pense profondément que c'est en allant dans ces directions-là, en parcourant ces chemins d'humanité, que non seulement vous réussirez vos vies, mais vous maintiendrez un bonheur qui ne sera peut-être pas californien, mais auquel vous avez le droit de rêver. Oui, non, je voulais juste dire, parce que je comprends bien, j'ai 32 secondes. Je suis évidemment très d'accord avec Serge. Les sociétés sont chaotiques, sont instables, sont inégalitaires, sont portées aussi par des forces maléfiques. Et il y a beaucoup d'incertitudes sur l'avenir des sociétés. Mais au fond, ce que j'ai remarqué, c'est que les individus, où qu'ils soient, ils ont, dans nos sociétés contemporaines, l'aspiration à avoir une bonne vie.
Alors, une bonne vie, ça veut dire c'est quand même être bien avec les autres, avoir un ciel d'espérance, pouvoir fonder une famille, des choses d'une tradition absolument totale. C'est plutôt ça que les individus ont envie, avoir une bonne vie et, par exemple, avec les autres. Une bonne vie, ce qui suppose être avec les autres. Je puis dire un mot. On ne va jamais finir, hein, si on continue comme ça. Vous venez de nous ramener, à l'esprit la magnifique formule de Ricoeur. La vie bonne, c'est vivre avec et pour les autres dans des institutions justes. Eh bien, c'est un joli mot de la fin pour cette plénière sur la jeunesse et le monde de 2050. Merci à tous les trois. Les trois auteurs sont disponibles pour des dédicaces dès maintenant, si vous le souhaitez. Merci beaucoup.